Bien. Ben, ça nous rappelle à tous que le quotidien de maire, c'est sacrément quelque chose. Hein. André, félicitations en tout cas. Et sans plus attendre, on va passer à l'appel avec Patrick Remestin. Bonsoir à toutes et à tous. Alban Fontenil, Simone Christin Lafont, Jean-Claude Garde, Quentin Paquet a donné pouvoir à Rambert Paillard, Pierre-Jean Rochette excusé, Laure Chazelle, Christophe Pochon, Claudine Cour, André Guay, présent forcément, Thierry Deville, Hervé Bru. Forcément, sauf que je confirme qu'il était au courant de rien. Christine Bertin, Serge Derory, Frédéric Serret a donné pouvoir à Bertrand Daval, Marie-Thérèse Giry, Sylvie Genebrier, Alféo Guillotot, Valérie Goudfard, Pierre Giraud, Patrice Couchot, Marc Pellardi, Christiane Branjari, Roland Bost, Georges Thomas, André Barthélémy, Karine Gandret, Michel Jassler. Merci. Pierre Barthélémy, Yannick Touran donné pouvoir à Alféo Guillotot, Christian Cassulot remplacé par Pierre-François Achot, Christophe Détrat, excusé, pouvoir à Yves Duport, Dominique Guillain, pouvoir à René Avril, Valérie Elvic, François Porcher, Jean-Philippe Montagne, Pascal Roche, Serge Grandjean, Thierry Chavaran, Bernard Tranchant, Marie-Gabrielle Pfister, pouvoir à Christophe Basile, Thierry Missonnier, Patrick Remestin présent, Alain Limousin, Roland Bonnefoy, Thierry Goubi, Adeline, ok, Pierre Verdier, Georges Boncompart remplacé par Philippe Perrard, Daniel Dubost, René Avril, Bernard Coutenson, Christophe Basile, Christiane Bayet, pouvoir à Martine Grivillers, Abderrahim Bentayeb, Jean-Yves Bonnefoy en retard, mais il est arrivé, je l'ai vu, Pierre Contrino, Bernard Cotier, Géraldine Dergelet, pouvoir à Cindy Giardina, Catherine Doublet, Jean-Marc Dufix, Jean-Paul Forestier, pouvoir à Gérard Vernet, Cindy Giardina, Martine Grivillers, Cécile Mariette, Gérard Vernet, Martine Matra, Stéphanie Fayard, Julien Legout remplacé par Pauline Artaud, Gérard Barou, Michel Robin, Pierre Garbil, Monique Ray, Christelle Masson, pouvoir à Thierry Missonnier, Stéphanie Bouchard, pouvoir à Gérard Barou, Patrick Ledieu, Joël Épinat, Marc Archer, Rachel Meunier-Favier, excusé, pouvoir à Marc Archer, David Sari, Michel Jourjon, David Buisson, Frédéric Millet, Nicole Giraudon, oui, Jean-Luc Daval-Pommier, Evelyne Chouvier, Paul Duchamp, Olivier Joly, Jean-Pierre Bras, pouvoir à Hervé Bru, Jean-Baptiste Chaussy, Béatrice Dauphin, René Françon, Flora Gauthier, pouvoir à René Françon, Alain Laurendon, Nathalie Legal, Gilbert Lorenzi, pouvoir à Béatrice Dauphin, François Madvet, Pascal Peloux, Ghislaine Poyet, Carole Tavitian, pouvoir à François Madvet, Gilles Thomas, Éric Lardon, Martine Charles, Marcel Jouara, Stéphane Villard, Rambert Paillard, Jean-Marc Dumas, Annick Brunel, André Gachet, Christian Soulier, Jean-Maxence de Monchy, Frédéric Pugnet, pouvoir à Frédéric Millet, Pierre Drevet, Michael Mieux-Membre, Jean-René Jandel, Jean-Marc Grange, Marie-Thérèse Gagnère, Christophe Breton, absent, Julien Ronzier, pouvoir à Karine Gandret, Yves Martin, Sylvie Bonnet, Thierry Hareux, pouvoir à Yves Martin, Nicole Pinet, pouvoir à Sylvie Bonnet, Gérard Peslon, Alexandre Palmier, Yves Duport, Hervé Béal, Jean-Paul Tissot, Hervé Perronnet, Bertrand Daval. Merci Patrick, le quorum est largement atteint. On va passer à l'approbation du procès-verbal du 13 décembre 2022. Est-ce qu'il y a des remarques ou des observations sur le procès-verbal? S'il n'y en a pas, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je vous prie de bien vouloir accepter une demande d'ajout à l'ordre du jour. C'est la représentation à un syndicat, et je vous avoue que Patrice Cochot va m'aider, le SGEV, c'est Syndicat de gestion des eaux du Velay, voilà, qui est la nouvelle appellation du SEAVR, le
le moment venu, on vous expliquera le bazar. En fait, on doit redésigner des représentants de ce syndicat. Et pour éviter de perdre du temps, on vous propose de redélibérer ce soir. Est-ce que vous êtes d'accord de l'inscrire à l'ordre du jour? Merci. Oui, je n'oublie pas de vous proposer Éric Lardon comme secrétaire de séance, qui était totalement volontaire. Et je laisse la parole à Yves Martin pour une succession de marchés publics. Bonsoir à toutes et tous. Le premier marché concerne la fourniture d'enrobés à froid. La présente consultation concerne la fourniture, le chargement et le transport éventuel d'enrobés à froid. Les critères de jugement des offres validés par la commission d'appel d'offres sont le prix des prestations 80% et la valeur technique 20%. Les prestations sont réparties en 3 lots. Lot numéro 1, secteur nord. Nous avons attribué en commission d'appel d'offres ce secteur à Colas pour un montant de 9 594 € hors taxe. Le lot numéro 2, le secteur centre, pour le même prix et pour la même entreprise. Et le lot numéro 3, pour la même entreprise, mais pour un montant de 13 794 € hors taxe. Y a-t-il des questions? Oui, j'ai une question, c'est que l'enrobé à froid, c'était pas la même entreprise dans le dernier marché, et c'était une entreprise de TG de Boin qui avait le dépôt. Aujourd'hui, comment ça va se passer? Parce que le problème, c'est que quand on va chercher une tonne, on ne veut pas aller la chercher à Dash, comme on dit. Oui, merci. Il se trouve que pour ce marché, nous n'avons eu qu'une seule offre. Donc, celle de Colas. Effectivement, avant, le prestataire était, je crois, Eiffage. Voilà. Donc, je ne pense pas que Moron-les-Bains soit bien plus éloigné. Si, oui, pour vous, sur votre secteur, peut-être un peu plus, effectivement. Alors, à ce moment, il faut peut-être voir pour vous faire livrer, je ne sais pas, mais voilà. Oui, ben, je sais bien. Ah, je ne l'ai pas, non. S'il y a d'autres questions? S'il n'y en a pas, nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour l'unanimité. Deuxième marché concerne les travaux d'aménagement de voirie de la rue des Laitiers et de l'allée Chanteclair sur la commune de Savigneux. Ces travaux concernent l'aménagement de voies et de trottoirs et devront intervenir à la suite de travaux d'eau potable réalisés au préalable. Les critères de jugement sont le prix des prestations 60%, la valeur technique 30% et la prise en compte de la notion de développement durable 10%. L'estimation du marché est de 379 670 € hors taxe et il est proposé au conseil communautaire d'autoriser le président ou son représentant à signer ce marché avec la société mieux-disante Guintoli à Saint-Priest dans le Rhône pour un montant de 334 825 € hors taxe. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour l'unanimité. Le troisième marché est à peu près similaire, mais concerne la rue des Javelottes sur la commune de Bonson. Les critères de jugement des offres sont le prix des prestations 60%, la valeur technique 30% et la prise en compte de la notion de développement durable pour 10%. L'estimation du marché est de 404 425 € hors taxe. Et il est proposé au conseil communautaire d'autoriser le président ou son représentant à signer ce marché avec la société Guintoli à Saint-Priest dans le Rhône pour un montant de 349 975 € hors taxe. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour l'unanimité. Dernier marché qui concerne les travaux de renouvellement des réseaux d'assainissement et d'eau potable du boulevard du Coire à Saint-Marcelin-en-Forêt. Les prestations sont réparties en 2 lots. Le lot 1, réhabilitation des réseaux unitaires et reprise des branchements d'eau.
Le lot 2, travaux de réhabilitation d'une conduite d'eau potable sans tranchée en diamètre 250 mm par projection de résine alimentaire. Le marché du lot prévoit une variante exigée portant sur la pose de canalisation en diamètre 600 en grès en lieu et place de la fonte. La commission d'appel d'offres a choisi les critères de jugement suivants. Prix des prestations 50%, valeur technique 50%, répartis en 30% pour la méthodologie, 10% pour les moyens humains et matériels et 10% pour le développement durable. Le montant de ces marchés est estimé à 313 865,80 € hors taxes pour le lot 1 et 34 400 € hors taxes pour le lot 2. La commission d'appel d'offres se réunira pour avis le 7 février 2023, car compte tenu de l'agenda des conseils communautaires et afin de ne pas retarder l'exécution de ces marchés, dont les travaux doivent démarrer en avril dans un souci de coordination avec les travaux de voirie, il est proposé au conseil communautaire de compléter les délégations accordées au président en matière de signature de marché, en l'autorisant à attribuer le marché aux sociétés mieux-disantes et à signer dans la limite de 380 000 € hors taxes pour le lot 1 et 34 000 € hors taxes pour le lot 2. Y a-t-il des questions? Eh bien, nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour l'unanimité. Merci Yves. Pour les sujets assainissement, je vais m'y coller à la place de Thierry Hareux qui est absent. Donc, je vais essayer de vous éclairer sur ces deux modifications de marché de travaux. Dans les deux cas, c'est des modifications liées à des constatations techniques ou à des rajouts techniques. Le premier cas, la première délibération sur le raccordement du poste de refoulement du vieil hôpital et du parc du Lignon à Boins-sur-Lignon, il s'agit pour le coup d'une moins-value de 17 942 € hors taxes, 20% du marché. Est-ce qu'il y aurait des questions? Il n'y a pas de questions. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Bon, pour la moins-value, ça va bien. Mais l'autre, c'est une plus-value pour des raisons techniques. La première, c'est que nous avons, par rapport au profil projeté, une différence en phase travaux qui a été constatée et il a fallu renforcer le sous-enrobé par 15 cm de grave ciment. Et pour une part. Pour une autre part, on a également mis en œuvre la déconnexion de 1000 m² de surface active, déconnexion face à l'eau pluviale. Hein. Et donc, une petite plus-value là. Et au final, la plus-value s'élève à 27%, soit 74 000 €. Est-ce qu'il y a là aussi des questions? S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je poursuis avec ce qui a été rajouté à l'ordre du jour, c'est-à-dire la représentation au SGEV. Alors, il nous informe qu'il y a une erreur qui a été portée à notre délibération du 13 décembre, qui désignait les représentants pour siéger. Alors, certes, c'est une erreur, mais je vous passe les détails de cette sortie de syndicat, mais pour faire court, on voulait en sortir il y a quelques mois, voire années. Il se trouve que Madame la préfète de la Loire devait faire ce qu'il faut en matière de procédure et ce qui a été fait, mais il se trouve que comme le syndicat est à cheval sur le Puy-de-Dôme, le préfet du Puy-de-Dôme, lui, de son côté, n'a pas fait dans les délais, donc on se retrouve avec une procédure différente. Entre-temps, il change de nom. Enfin, permettez-moi de le dire, Madame le maire d'Épinac et Monsieur le maire de Merle-Léniec, administrativement, c'est assez complexe. Bref, pour résumer, on va demander à sortir du syndicat, nous verrons bien ce qu'il décide. Quoi qu'il en soit, nous vous proposons comme représentant de la commune d'Épinac, René Suchet en titulaire et Thierry Hareux, le vice-président de la compétence assainissement en suppléant, et pour Merle-Léniec, Patrice Couchot en titulaire, le vice-président en charge de l'eau, et Bernard Marais, suppléant, membre de la commune, membre du conseil municipal de la commune de Merle-Léniec. Est-ce qu'il y aurait d'autres candidatures? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. J'espère que cette délibération n'est pas entachée d'erreur et que nous ne soyons pas obligés de revenir au conseil communautaire pour la désignation de ce syndicat. Je passe la parole à Patrice Couchot pour des sujets d'eau potable. Alors, les choses ayant été dites par le président, je vais être très bref, puisqu'en fait, il s'agit de vous demander l'autorisation
de se retirer du SGEV qui a fusionné avec le SEAVR lors du dernier conseil syndical au mois de janvier 2023. Donc les deux structures, ils n'en ont fait plus qu'une. Et donc on va redemander de pouvoir sortir de ce syndicat pour gérer l'eau potable et l'assainissement. Voilà. Il faut savoir qu'il n'y avait pas eu de CDCI qui s'était réuni. En fait, on regroupe, là, on fait 3 préfectures. On fait le Puy-de-Dôme, la Haute-Loire et la Loire. Donc, c'est bien compliqué. C'est la même région, on a gagné ça, mais il y a quand même 3 préfectures et 3 préfets. Donc, du coup, ben voilà. Donc, si vous êtes d'accord, donc on va redemander de sortir du SGEV pour l'eau potable et l'assainissement. Est-ce que ça apporterait des commentaires, des précisions, des questions? Non, bien. Est-ce qu'il y a des gens qui seraient contre, qui s'abstiendraient? Eh bien, je vous remercie. Bien, alors je suis désolé, je poursuis. Alors cette fois-ci, c'est Jean-Paul Forestier qui est porté pâle ce soir. Donc je prends les sujets économie. Par chance, c'est pas bien compliqué, donc je devrais pouvoir y arriver. La première délibération, c'est qu'on n'a pas vendu le terrain pour la bonne implantation. Donc c'est une erreur. C'est-à-dire qu'on installe un atelier de mécanique agricole et non pas un local de commerce et de réparation de motocycles. De vous à moi, voilà, on va considérer que l'erreur est humaine, mais j'ai du mal à comprendre. Enfin bon. Donc, on redélibère pour ça, on vend à la même personne, on vend au même prix. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, je vous en remercie. Hein. Des votes contre, des abstentions. Et la deuxième, j'ai cessé d'essayer de comprendre, tant le sujet remonte, et Marc Archer, s'il est là, pourrait peut-être donner quelques explications ou pas, mais c'est une régularisation qui date de très longtemps sur la commune de Saint-Cyprien, et vous avez eu la note de synthèse qui vous explique le mieux possible ce dont il s'agit. Tu veux compléter quelque chose? Vas-y. Zone de Charaboutier, 1989, et environ, c'est des morceaux de trottoir pour environ 40 mètres carrés. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, qui est contre? Qui s'abstient? Bien voilà. Alors, pour agglomération, on vient de régler un problème depuis 1989. Olivier Joly pour un sujet finance. Bonsoir à toutes et à tous. Un sujet finance. Oui, ou un non-sujet plutôt. La taxe d'aménagement, le fameux sujet. On avait délibéré le 11 octobre. Bah oui, on avait délibéré parce qu'elle était rendue obligatoire par l'article 109 de la loi de finances pour 2022. Mais comme la vie n'est pas un long fleuve tranquille, qu'est-ce qui s'est passé? Le 1er décembre, la loi de finances rectificative pour 2022 a supprimé donc le caractère obligatoire pour le rendre optionnel. On s'est réunis dans cette salle le 3 janvier en conférence de maires pour savoir ce que nous allions faire. Il en est sorti qu'il n'y avait pas d'unanimité sur le sujet et donc il est nécessaire aujourd'hui de prendre une délibération pour abroger donc la décision qu'on avait prise le 11 octobre relative à l'approbation des conventions de reversement de taxes d'aménagement des communes au profit de LFA. Donc on arrête tout et on repart à zéro. Y a-t-il des questions? Bon, si, il y en a une, oui. Oui, c'est pas une question, mais c'est un état d'âme. Donc, voilà, je voudrais dire que je voudrais dire que je regrette vraiment cette démarche. Alors, à 3 niveaux, au niveau national, au niveau LFA et au niveau de la commune. Au niveau national, simplement se dire qu'une loi, quelle qu'elle soit, elle doit être argumentée, ne serait-ce qu'une loi rectificative, et je n'ai pas trouvé les arguments. Mais probablement que je n'ai pas assez cherché. Sur les lois, habituellement, on a des rapports annexés, on a des études d'impact, on a plein de choses. Là, j'ai rien trouvé. Donc, je suis un peu frustrée. Parce que c'est vrai que j'aime bien regarder ça dans certains cas. Je ne dis pas que je lis ces 500 pages des rapports annexés, mais
Voilà. Donc, première chose, il me semble que le législateur, je vais l'appeler comme ça, même si on sait que c'est au Sénat que ça s'est passé, le législateur n'a pas pris en compte le travail, de mon point de vue, d'une modeste commune de un peu plus de 400 habitants. Le législateur n'a pas pris en compte tout le travail qui avait été fait, et notamment dans notre communauté d'agglomération, mais pas que. Il y a d'autres endroits où il s'était fait des travaux tout aussi intéressants. Deuxième chose, je trouve que c'est un peu léger que de donner, d'avoir une telle décision. Alors, pardonnez-moi ce jugement de valeur, mais je le pense, d'avoir assorti ceci à un vote d'unanimité. Alors qu'on sait que c'est très compliqué. Si on regarde ce qui se passe au niveau de l'Europe, pour éviter d'avoir de la modestie, on voit que dès lors que l'on recherche l'unanimité, on ne l'a jamais ou quasiment jamais. Donc, mettre l'unanimité derrière une telle décision, ça veut dire prendre la décision à notre place quasiment, parce qu'on est dans une démocratie et chacun peut s'exprimer. Effectivement, pour avoir une unanimité, c'est assez compliqué. Au niveau de la communauté d'agglomération, je trouve que l'on avait fait un joli travail et je regrette ce travail. Alors, c'est vrai que je fais partie des communes qui ont peu de taxes d'aménagement et qui, dans ce travail autour de la solidarité, dans cette redistribution, c'est vrai qu'une commune de 400 habitants est margée à au moins 20 000 euros de finances, donc l'ordre de grandeur. Donc, je dis dommage. Alors après, encore une fois, on est dans une démocratie, donc je ne porte pas de jugement de valeur sur ceux qui ne sont pas allés dans le sens de prolonger le travail qui avait été fait. Bon, je regarderai les arguments, mais je ne commente pas du tout ceci. Je dis simplement que c'est l'unanimité qui nous met en difficulté. Et puis ensuite, le troisième niveau, c'est celui de la commune. Moi, j'ai envie de dire, écoutez, c'est vrai que sur quand on est sur des projets de loi rectificatifs, quand il y a des enjeux financiers importants, etc., que l'on peut expliquer, mais moi, je ne sais pas expliquer à ceux qui sont autour de moi, donc d'abord le conseil municipal, ensuite les habitants, parce qu'on avait quand même communiqué là-dessus, et je trouve que tout le monde était très content d'avoir cette redistribution et cette solidarité qui s'est exprimée. Donc, moi je dis, là encore, le politique se discrédite au niveau local. Donc, je le dis simplement avec mes mots. Et puis, donc ça, c'est sur les trois niveaux. Et puis, je voudrais simplement dire que dans ce travail autour de la redistribution et de la solidarité qui avait été fait, eh bien, c'est quand même une reconnaissance dans notre territoire de ce qu'est le milieu rural. Je ne vais pas parler de montagne, là. Juste parler du milieu rural. Donc, de ce qu'est le milieu rural. Parce que quand même, ça profite aux communes qui ont peu de taxes d'aménagement et donc il y avait une redistribution. Et la ruralité, moi j'ai envie de dire à nos législateurs que la ruralité, c'est bien quand c'est du discours, c'est vrai, mais quand on est sur des actes, il y a aussi des hommes et des femmes qui sont derrière et qui s'investissent sur ces territoires. Alors c'est vrai qu'on a moins d'habitants que dans des milieux urbains, mais il n'empêche que moi j'aimerais bien que la ruralité, à certains moments comme celui-ci, bien ce soit des actes au profit de nos populations et non pas à des moments, des temps de rencontres autour de discours, autour des milieux ruraux. Voilà, je le dis simplement, Monsieur le Président, pour que tu puisses éventuellement voir comment tu peux faire remonter ceci, parce que, voilà, si chacun est d'accord, hein, mais moi je trouve que c'est dommage parce qu'on avait fait un vrai joli travail. Voilà. Et quand on a fait un joli travail, on est fier de ce travail. Et j'avais envie de le dire. Je l'avais dit en son temps que c'était un joli travail. Je le redis fortement. Voilà. Pardonnez-moi pour cette passion. Voilà. Pour mon territoire. Moi, juste ma réaction, Simone, je dis pas mieux. Tu connais mon opinion sur ce sujet puisque je l'ai porté depuis le début. Après, malheureusement, il y avait une loi de finances 2022 avec des règles du jeu qui étaient fixées en début d'année. On a travaillé sur ce sujet. Les règles du jeu ont été changées en décembre. Et, alors, on ne va pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais c'est vrai que c'est décevant d'avoir travaillé et avancé sur ce sujet-là et en arriver à cette décision aujourd'hui. Moi, je peux que le regretter, je suis d'accord avec toi. Par contre, il faut absolument qu'on se tourne vers effectivement ceux qui ont fait la loi la loi rectificative, en tout cas pour cette année, et être vigilant pour que les prochaines lois soient dans le bon sens par rapport à ce qu'on veut mettre en place. En fait, mon idée, c'est quand même que, si tu permets, c'est pas une question, mais
mon idée, c'est quand même que le législateur sache qu'il y a des effets à ces décisions et souvent, ce sont ceux qui parlent haut et fort qui sont entendus et j'aimerais bien que ceux qui sont silencieux soient entendus aussi. Très clairement, à ta demande de solliciter les législateurs, donc les parlementaires sur ce sujet, ce sera fait, avec une proposition d'ailleurs, au-delà de simplement la remarque, mais je crois qu'on a tous cruellement besoin de stabilité dans les décisions, qu'elles nous plaisent ou pas. C'est vrai pour nous, mais c'est vrai pour les entreprises, c'est vrai pour tout le monde, que ce soit en matière fiscale, en matière de loi, en matière de ça. On a tous cruellement besoin de stabilité. Et quand vous avez des orientations du mandat précédent que nous avions pris, une loi au 1er janvier qui ne nous emballe pas plus que ça sur le côté reversement de taxes d'aménagement telle qu'elle a été construite, mais qui nous oblige à travailler et à trouver dans une grande majorité un accord. Et finalement, une rectification au mois de décembre, parce que la rectification, elle aurait pu arriver en juin, hein. Ah non, elle arrive en décembre, avec des délibérations qui s'enchaînent. Je te rejoins complètement, ça met les élus de proximité dans des situations très compliquées. Et d'ailleurs, on a vécu un enchaînement de conseils communautaires, conférences des maires et conseils communautaires, plus conseils municipaux, dans une temporalité, une nouvelle fois, complètement subie. Ça m'a rappelé un épisode, hein. Ça m'a rappelé, moi, ni plus ni moins que les décisions d'élargissement de périmètre. Ça m'a rappelé les décisions de transfert de compétences eau. Ça m'a rappelé un certain nombre de choses. Donc, on a eu déjà des explications, mais vous savez ce que j'en pense. Il y a ce qui relève de notre responsabilité, ce qui relevait de notre responsabilité, c'était de répondre à la loi du mois de janvier que Olivier Joly a cité et de faire tout le travail qu'on avait à faire. Ça, c'était notre responsabilité et nous l'avons fait. Et puis après, il relève de la responsabilité du législateur de faire une rectification à la dernière minute, à la hussarde, qui oblige derrière des process réglementaires complètement dingues, qui décrédibilisent, et je le redis, le politique. Je reprends cette phrase parce qu'elle est tout à fait juste. À nous maintenant, dans notre responsabilité, de faire remonter les dégâts et les conséquences de ces décisions, et je ne manquerai pas de le faire. Vraiment, j'en appelle à une stabilisation des décisions, même si le contexte périphérique est compliqué. C'est comme si nous, dans votre conseil municipal, en janvier, vous décidez de prendre une mesure pas forcément agréable, de dire, bon, ben allez, dorénavant, je baisse le montant des subventions aux associations de 5% parce que je suis gêné sur mon budget. En décembre, vous décidez de lâcher 10% pour les associations sportives et pas les autres. Si vous-même, dans vos communes, vous aviez ce type d'attitude, je pense que très vite, vous auriez eu l'émeute devant votre mairie. Eh bien, c'est exactement ce qu'ils nous ont fait aujourd'hui. Ni plus ni moins, c'est exactement pareil. C'est un changement de décision à la dernière minute qui nous mettent face à nos collectivités pour l'expliquer. D'où une délibération ce soir. Vous savez, on est ravis, hein, avec Olivier Joly, de présenter des délibes. Tout à l'heure, on avait le SEGV, là, où là encore, c'est un magma administratif. Heureusement, on n'est pas amené à trop parler de ces choses-là à nos habitants, mais faire des délibes et refaire des délibes en sens inverse, franchement, on s'en passerait. Hein. Or, ça tombe bien avec 15 points à l'ordre du jour. Alors, on les a tous groupés le même jour. Vas-y. Allez, s'il n'y a pas d'autres questions, a priori, il n'y en a pas. On va passer au vote pour alors la délibération, vous l'avez bien compris, c'est d'abroger la délibération du 11 octobre 2022 sur le versement de la taxe d'aménagement. Qui serait contre cette abrogation? Qui s'abstient? Merci de cette unanimité. C'est vrai qu'on a vachement le choix en plus. Ah oui. On enchaîne avec des sujets culture, Evelyne Chouvier. Oui, alors dans le cadre de la compétence en matière culturelle, Loire-Forêt, avec le ministère de la Culture, dans le cadre du contrat territoire lecture, préfigure de nouvelles modalités de fonctionnement et de gouvernance du réseau Copernic. Les conditions financières de la DRAC ont connu des changements suite à des arbitrages budgétaires et par conséquent, le reste à charge de Loire-Forêt n'est plus de 12 500 €, mais de 10 000 €.
En bref, il nous baisse la subvention. Non, c'est 10 000. C'est 10 000. Il y a une erreur de frappe. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. Je ne cache pas, Evelyne, que j'étais prêt à voter contre. Parce que quand ça diminue, moi, ça me va pas. Et puis le deuxième point, culture, donc c'est des modifications de tarifs pour la Maison des Grenadières. Donc l'atelier musée pour la saison 2023 débutera le 29 mars prochain. Il y aura de nouvelles animations culturelles et de nouveaux produits boutiques. Donc vous avez vu dans le document de synthèse, on vous a défini tous les prix. Donc est-ce qu'il y a des questions sur ces tarifs? Non? Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Merci. On enchaîne avec Pierre Giraud pour des avenants et une convention. Oui, merci Président. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, le point numéro 13 concerne un avenant sur un contrat existant que nous avions avec l'éco-organisme Citeo, et plus particulièrement sur tout ce qui concerne les papiers d'emballage et un certain nombre de matières. Donc, ce qui vous est proposé, c'est une prolongation déjà d'agrément, suite à une prolongation d'agrément de Citeo. C'est aussi de poursuivre avec ces filières. Donc, la première étant France Aluminium Recyclage pour tout ce qui est aluminium et Veralia pour tout ce qui concerne le verre. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Est-ce qu'il y aurait des avis contraires? Est-ce qu'il y aurait des abstentions? Merci. Le point numéro 14, c'est aussi un problème de recyclage et de conventionnement dans les filières REP, donc REP, responsabilité élargie aux producteurs. Là, pour le coup, ça concerne les huiles qui sont déposées dans nos 5 déchetteries. Donc, jusqu'à aujourd'hui, avant les modifications sur le plan national et les agréments, nous étions avec la société Sevia et la récupération des huiles, elle était payante, c'est-à-dire qu'on devait payer pour faire récupérer les huiles. On nous est proposé, dans le cadre d'une nouvelle filière, de contractualiser avec l'éco-organisme Cyclevia, qui, elle, a été agréée sur le plan national du 1er janvier 2022 jusqu'en 2027. Bon, l'avantage de cette solution, c'est que normalement, on ne paiera pas pour les huiles et on aura la possibilité, alors ça paraît être minime, mais on aura globalement, entre la communication et les soutiens à la structure, une aide à peu près de 7 000 € à l'année. Est-ce qu'il y aurait des questions? Donc, pas de questions. Est-ce qu'il y aurait des votes contre? Des abstentions? Merci. On poursuit avec une modification de PLU, la deuxième pour Sainte-Agathe-la-Boutresse, Patrick Ledieu. Bonsoir à tous. Eh bien, je reviens vers vous concernant la magnifique commune de Sainte-Agathe-la-Boutresse, une des 87 capitales du Forez, n'est-ce pas Pierre? Et concernant le lancement de la modification numéro 2 de son plan local d'urbanisme. Les besoins en développement des entreprises présentes sur le territoire communal ayant évolué, il est nécessaire d'adapter le plan de zonage aux besoins économiques présents et à court terme. Les enjeux de cette modification s'inscrivent bien sûr dans les objectifs du PADD et notamment la relance de l'activité locale, tout en maîtrisant le développement urbain. Cette procédure est bien sûr soumise à enquête publique. Il est donc proposé au Conseil communautaire de bien vouloir prescrire la modification numéro 2 du plan local d'urbanisme de la commune de Sainte-Agathe-la-Boutresse, chargé, Monsieur le Président, de la réalisation de l'ensemble des modalités s'y rapportant, dire que, conformément à l'article L. 153-40 du Code de l'urbanisme, le projet de modification sera notifié avant l'enquête publique. Au préfet, au président du conseil régional, départemental, au président du syndicat mixte du SCOT, ainsi qu'aux personnes publiques associées. Préciser que conformément au code de l'urbanisme, la délibération fera l'objet des mesures de publicité en vigueur. Rien de bien nouveau sous le soleil. Est-ce qu'il y a des questions? Merci. On peut passer au vote. Qui est contre le projet de modification numéro 2 de Sainte-Agathe-la-Boutresse? Qui s'abstient? Merci.
Merci au conseil communautaire et puis merci encore pour ton accueil. Merci encore pour ton accueil il n'y a pas si longtemps pour les vœux. On enchaîne avec un sujet patrimoine, le col de la Loge. François Madvé. C'est bon, merci Président. Bonsoir à tous. C'est une modification de contrat du col de la Loge lors du marché de déroulé des travaux de construction, des prestations supplémentaires et des modifications ont été rendues nécessaires. Vous les avez, je pense, ces modifications ont été en grande partie demandées par nous-mêmes, par la maîtrise d'ouvrage. Donc il y a des moins, il y a des plus, ce qui représente 9 543 € de modification. Sur un marché de 796 800 €, on se retrouve à 833 099 €, ce qui représente 4,55 % du montant des marchés initiaux. Donc, certains travaux restent à finaliser. Ça sera très peu sur les lots 6 et 9. À savoir sur cet aménagement, cette construction du col de la Loge, que nous avons été aidés en recette par le FEDER, par le département, par la région Petite Station, par la région AAP Bois locale et par l'ADEME. Le total de ces aides est de 764 177 €. Ainsi, avec ce taux d'aide qui représente 68% d'euros, le reste à charge pour Loire-Forêt Agglomération est limité à 352 132 € pour ce projet de construction d'un nouveau bâtiment d'accueil de public au col de la Loge qui a été inauguré en décembre dernier. Donc, il est proposé au Conseil communautaire d'approuver ces modifications présentées, d'autoriser le président à les signer et de faire les modifications qui pourront intervenir. Je vous ai dit, ça sera très limité sur les lots 6 et 9. Est-ce que ça pose des questions? Non, mais une remarque complémentaire, en tout cas pas complémentaire, mais j'insiste lourdement, 4,55% d'écart par rapport au prix dans le contexte dans lequel le col de la Loge s'est construit et l'explosion des prix des matériaux, c'est une prouesse. Et le deuxième message, c'est que sur la collectivité, on a des projets à plusieurs millions, certains sont subventionnés, d'autres pas. On peut quand même se mettre d'accord que quand on a un projet à 1 100 000 TTC qui nous coûte 352 000, c'est assez intéressant par rapport à un autre projet qui serait 1 million ou 1,5 million qui nous coûterait 1 million ou 1,5 million parce qu'il n'est pas subventionné. Voilà. Donc c'est ce qui fait que des fois les choix sont non pas le projet est fait parce qu'il y a une subvention, mais le projet peut être priorisé parce qu'il y a une subvention. Pas question de déclencher des projets sous prétexte qu'il y a une prévention. C'est on a un besoin d'équipement, est-ce qu'il est subventionné, pas subventionné? Et parmi ceux qui le sont, c'est vrai que de temps en temps, ils sont priorisés parce que sinon, pour le coup, on passerait à côté des subventions. La priorisation a peut-être aussi, de ce point de vue-là, favorisé. Merci François de passer au vote. Merci Président pour ces modifications. Je tiens à remercier, j'en profite pour remercier l'équipe patrimoine qui surveille les travaux. Sur ces 4%, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça demande de la surveillance de travaux, de la surveillance de respecter l'enveloppe. Et c'est vrai que 4%, on peut être très satisfait. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour cette unanimité. Et puis, on a gardé, si j'ose dire, le meilleur pour la fin. Non pas David Buisson, mais la charte forestière du territoire. Et si David aussi, bien sûr. Merci, Président. Je me réjouis que la charte forestière passe en dernier, que ça soit le meilleur pour la fin. Bonsoir à toutes et tous. Donc, c'est un réel plaisir du coup de vous présenter cette démarche qui a commencé il y a 2 ans. Loire-Forêt Agglomération a entamé en 2020 donc, la démarche d'élaboration d'une charte forestière de territoire. Les objectifs sont multiples. Tout d'abord, pouvoir faire un état des lieux de la ressource et de l'ensemble de la filière bois. Quelques chiffres pour vous dire que sur notre territoire, 37% de notre surface est boisée, ce qui représente 49 000 hectares. Également, sur notre territoire, 513 entreprises travaillent pour la filière bois. Et également, ça génère 1740 emplois. Aussi, autre objectif de cette charte forestière, c'est de mobiliser l'ensemble des acteurs de la filière. On a pu travailler avec eux pour élaborer les enjeux qui vous sont présentés ce soir, les 9 enjeux, et le plan d'action. Un plan d'action ambitieux
75 actions qui vont pouvoir démarrer en 2023 jusqu'en 2026. À travers ce travail qui a été fait, Loire Forêt est la locomotive et 7 wagons ont pu s'accrocher avec nous pour pouvoir travailler sur ce dispositif. Alors, je me permets de vous les reciter et les remercier chaleureusement pour le travail qu'ils ont fait avec nous. Donc, COFOR, la Fédération nationale des communes forestières d'Auvergne-Rhône-Alpes, le CNPF, Centre national de la propriété forestière, le CEN, Conservatoire des espaces naturels, FIBois 42, qui gère la filière Bois 42, l'interprofessionnalisation, l'ONF, Office national des forêts, et France Silva, Fédération des syndicats forestiers privés. 8 pilotes et Loire Forêt Agglomération, bien sûr, qui est partie prenante. Alors, je ne vais pas vous énumérer les 75 actions qui vont pouvoir être mises en place grâce à cette charte forestière, mais je voudrais quand même vous en donner quelques exemples pour que vous ayez un aperçu de ce qui a été fait, mais vous l'avez eu dans la note de synthèse. Une action qui va pouvoir être réalisée, c'est tout d'abord au travers des jeunes publics, réalisation des plantations par les scolaires. Également la mise en place de panneaux pédagogiques pour savoir comment fonctionne la forêt, à quoi elle sert, qu'est-ce qu'on peut y faire et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit d'y faire. Aussi également réaliser une cartographie précise des réseaux de dessertes. Lors d'une réunion de travail qu'on a eue sur le terrain à Verrières, on a bien senti que les élus ont beaucoup de problématiques, notamment sur les dessertes forestières et sur le passage des engins. Aussi, autre action, définir des massifs prioritaires. Une action aussi possible, mise en place d'un arboretum sur leur forêt, donc c'est la plantation d'arbres différents pour voir un petit peu comment ça évolue avec notamment le changement climatique qui est très présent sur notre secteur, notamment la sécheresse. Et puis une dernière action possible, augmenter la présence des acteurs sur la filière sur les réseaux sociaux. Cette filière mérite d'être connue. On a beaucoup d'acteurs sur le territoire, qui soient en amont ou en aval de la filière, qui travaillent au quotidien pour la filière bois. Et il faut qu'on puisse ardemment les faire connaître au niveau de l'animation et des nouvelles technologies. Pour ce faire, ce plan est ambitieux financièrement. Nous avons du coup un chiffrage pour ces 75 actions. Alors, vous aviez un chiffrage de 585 000 € sur votre note de synthèse. Il a évolué depuis, il est à 600 000 €. Concrètement, chaque pilote, les 8 pilotes, ont des actions qu'ils vont pouvoir mettre en place et en contrepartie aussi nous aident financièrement. Donc, pour la part de Loire Forêt, c'est 159 000 € qui ont pu être débloqués avec, sur le plan de mandat, une priorité 2 qui a pu voir le jour grâce, du coup, malheureusement, à la non-réalisation du contrat vert et bleu avec la région. Donc, c'est des finances qui ont pu être rebalisées sur cette charte forestière. Et puis, chaque pilote accompagne à hauteur de ces actions ce différent montant. Aujourd'hui, au niveau de ces 600 000 € de chiffrage, on a 85% qui sont arrivés, qui sont trouvés. Il nous reste encore 15% à trouver. On travaille avec la région pour voir si on ne peut pas être accompagné et on va travailler sur le premier semestre 2023 pour finir de trouver ces financements. Mais ça ne nous empêche pas de valider ce soir, si vous en êtes d'accord, ce dispositif pour qu'on puisse avancer et enfin mettre les actions en place sur la fin de l'année 2023. Au niveau personnel, pour que cette charte forestière puisse vivre, il va y avoir du coup un 0,5 ETP qui va être recruté, financé par Loire Forêt pour l'animation, pour que les actions puissent être portées. Et donc, c'est FIBois 42 qui va mettre à disposition une personne de son effectif pour accompagner cette charte au niveau de l'animation. Et puis, le CNPF nous met aussi à disposition un financement avec le département et Loire Forêt d'un technicien qui sera sur le terrain pour accompagner la mise en place de ces actions. Une charte forestière ambitieuse sur 3 ans, c'est ce qu'on souhaitait. Je tiens à remercier les élus présents qui ont travaillé à travers nous dans le COPIL. Et donc, je me réjouis qu'on puisse la mettre en place afin d'accompagner cette filière sur le secteur de Loire Forêt Agglomération sur les 87 communes. Il est proposé ce soir du coup au Conseil communautaire de bien vouloir donc approuver la charte forestière de territoire, de donner délégation au président de signer les conventions financières nécessaires à la réalisation d'un engagement de Loire Forêt Agglomération auprès de FIBois 42 et du CNPF, et de donner délégation au président de signer le contrat de plan forêt-bois du conseil départemental de la Loire qui nous accompagne, permettant le versement de cofinancement de ce dernier. Est-ce qu'il y a des questions? Paul. Monsieur le Président, moi je voudrais saluer bien sûr le travail qui a été fait par tous pour cette charte forestière.
car je crois que le massif forestier représente l'économie de nos territoires, et j'en suis persuadé. Par contre, je m'interroge beaucoup, et je voterai cette charte forestière, mais je trouve qu'il y a 25 mesures, 75 actions, et que j'aurais préféré qu'il y ait moins d'actions, mais plus ciblées. Car je crois que, en connaissance de cause, avoir géré des dossiers où il y avait beaucoup d'actions, c'est très compliqué à les mettre en place. Moi, je m'interroge beaucoup sur les 75 actions, combien pourront être crédibles et mises en place. Parce que si on s'écarte trop, il y aura de l'argent public qui aura été mis et qui n'aura peut-être pas une portée attendue. Je crois que j'ai beaucoup d'inquiétudes sur cela. Parce qu'il faut savoir quand même que le monde de la forêt, c'est un peu un monde à part. Et quand on sait qu'il y a 97% qui sont des propriétaires privés, moi, on est très peu d'agriculteurs dans la salle, bien sûr, on a une voie de disparition, mais il y a quelques agriculteurs qui sont là, ils savent bien qu'il fallait faire une coopérative, comment ça se passait, moi j'ai vécu ça, et bien c'est dur. Et quand on dit qu'il faut rassembler les petits propriétaires pour aider à échanger tout ça, moi je m'interroge beaucoup. Je souhaite qu'il y ait une bonne réussite, mais pour ma part, j'ai peut-être tort, hein. Si j'ai tort, je le reconnaîtrai, mais je suis inquiet avec les 75 actions qui sont mises en place. Bon, pour te répondre, Paul, il est vrai qu'on en a beaucoup discuté, savoir est-ce qu'on allait sur des actions très ciblées, mais finalement qu'une dizaine, une vingtaine. On a fait le choix d'être très large pour essayer de répondre à toutes les problématiques qu'il y a sur le bois. Alors, on n'a pas ambition de tout y répondre, mais en tout cas, cette charte forestière, c'est un début. Et il va falloir qu'on continue par la suite, si les élus le veulent, pour avoir une charte forestière dans la durée. Ces 3 ans, c'est vrai que c'est court, mais on fera de toute façon à mi-parcours un point d'étape et on verra si on est dans le vrai ou si on est dans le fond. En tout cas, le but, c'est bien qu'à la fin des 3 ans, les 75 actions qui sont présentées ce soir aient bien été réalisées. Alors oui, Paul, tu dis qu'il faut que je fasse de réussite, mais j'ai peur, il y aurait moins eu d'actions, ça aurait peut-être été une réussite. Mais avec 75 actions, je connais un peu quand même le domaine du bois, ça va être très dur à mettre en place. Et ça peut être peut-être pas une bonne réussite, aurait mieux voulu cibler moins d'actions, mais qu'elles soient pertinentes. Je maintiens ce que je dis, mais je le dis, hein, dans le tout, si j'ai tort, hein. Vous me le direz, hein, tu avais tort, je ne pas. Non, juste un petit commentaire sur ta dernière phrase. Non pas sur le fond de ce que tu viens de dire, simplement moins d'actions plus pertinentes. Dans les 75, il y a des actions très pertinentes qui le sont tout à fait, mais tu aurais peut-être voulu que plus de sommes leur soient attribuées pour qu'elles soient plus efficaces. C'est ça, pour avoir traduit différemment. Je pense que le président a bien analysé. Plus efficace, oui. Jean-Luc Daval-Pommier. Oui, moi, cette charte forestière a le mérite au moins de mettre un focus sur le secteur forestier de nos territoires. Mais la grosse problématique de nos territoires, comme ça a été évoqué par Paul Duchamp, est le morcellement de nos parcelles forestières. Il faudra à tout prix faire en sorte qu'on augmente ces parcelles-là pour dynamiser un peu l'exploitation. Et quand on sait que c'est 80 ou 85%, 97% de propriétaires forestiers, là on a vraiment un challenge à relever au travers de cette charte. Je suis preneur de vos propositions. Madame le maire d'Apinac, Simone. Alors, ça fait partie aussi des sujets que l'on travaille sur nos communes rurales, forcément, ça va de pair. J'ai été dans un certain nombre de réunions de travail. Je suis aussi dans ces milieux forestiers. Et ce que je peux dire, c'est qu'à l'heure actuelle, il faut arriver à convaincre les propriétaires, les petits propriétaires, de rentrer dans des plans de gestion. Et dès lors que l'on rentre dans des plans de gestion et que l'on construit des plans de gestion, y compris à plusieurs, on voit que les choses se structurent différemment. Et par rapport à cette charte forestière, ce que je voudrais dire, c'est que les associations, en tout cas l'association dans laquelle je suis aussi investi,
prennent en compte déjà, enfin, sont déjà dans cette dynamique qui est avancée dans cette charte forestière. Moi, il me semble qu'on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, et l'autre pendant, et je ne nie pas du tout ce qui vient d'être dit, mais le pendant de ceci, c'est et la méthode qui a été utilisée, parce que moi, je voudrais souligner la méthode qui a été soulignée pour construire cette charte forestière, c'est la sollicitation du nombre des acteurs et l'investissement des acteurs dans cette charte forestière. C'est-à-dire qu'ils sont multiples. Autour de la forêt, il y a un grand nombre d'acteurs sur toute la chaîne. Je ne vais pas le redire, c'est bien écrit dans la charte, mais ils ont été effectivement sollicités. Et je trouve que la méthode est là aussi elle essaime. Et moi, j'en vois les effets dans une association, mais c'est juste un micro-espace. Mais voilà, je voulais souligner que la méthode elle-même génère de l'investissement et de l'intérêt des acteurs de la forêt. Merci Simone. Bernard Coutençon. Oui, bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail déjà qui est fait par les associations CRPF, donc il ne faut pas qu'on double ce qui est déjà fait. Bon, moi, je reconnais tout le travail qui a été fait sur le plan de l'écologie, l'évolution climatique, pédagogique, tout ça c'est très bien, mais j'aimerais quand même qu'on ait un regard, moi, sur l'évolution climatique qui touche le manque d'eau et les risques d'incendie. Donc j'aimerais vraiment qu'on prenne ça à cœur et qu'on ait vraiment un plan un petit peu béton, parce qu'on a tous eu des problèmes d'incendie sur nos communes et on a vu qu'on n'a aucune préparation, mais vraiment pratique pour affronter, et en plus on n'a pas les réserves d'eau, ce qui fait que nos réservoirs sont vraiment insuffisants. Et avec les manques d'eau qui nous est prévu, on va vraiment avoir de très grosses difficultés à gérer ces incendies. Le manque d'eau que nous avons déjà. Jean-Yves Bonnefoy. Simplement pour rappeler que le département a un certain nombre d'actions depuis de nombreuses années en direction de la forêt, et que moi je me réjouis de cette complémentarité avec leur forêt qui prend à bras le corps cette partie de son territoire, parce que c'est effectivement, ça a été dit, je pense que c'est des espaces importants qu'on doit préserver, qui nous apportent beaucoup en termes d'écologie. Et plus on sera nombreux à gérer le problème, et mieux ça vaudra. Et effectivement, surtout le parcellaire des petites parcelles qui sont dispatchées un petit peu partout, il y a un vrai travail à faire pour essayer d'avoir une cohérence, ne serait-ce que pour les travailler efficacement. Eh bien, comme d'habitude, moi, vous le savez maintenant, je regarde toujours le verre à moitié plein, même si le verre à moitié vide m'interroge et peut percuter. Et quand je regarde le verre à moitié plein, depuis que je suis élu maire, depuis 2014, j'entends parler des problèmes de la forêt, du morcellement des petites parcelles, des problèmes des chemins, etc. etc. Depuis que je suis élu, et au final, personne ne prenait effectivement à bras le corps. Mais même David, c'était en priorité 2, c'était pas en priorité 1, le projet alimentaire territorial était la priorité 1, et il s'est battu comme un chien, y compris dans mon bureau, pour signer cette charte. Alors, il s'est battu, excusez-moi, j'utilise une expression forcément que j'utilise souvent, mais il s'est battu, mais ça n'a pas été oui parce qu'il se battait. La première fois qu'il est venu, il me dit non mais c'est bon, on peut commencer, on a le financement. J'ai dit on a combien? Il me dit 20%. Je dis bah, écoute, tu reviendras quand on aura au moins 80, mais... Et il est revenu, il avait 85. Bon, maintenant il reste 15, comme il l'a dit. Et puis, si d'aventure, les gens qui sont autour de la table, parce que c'est ça l'intérêt d'une charte, c'est que maintenant les gens sont autour de la table, ils discutent, ils vont essayer d'avancer. Et comme tu l'as dit, Simone, il va falloir aller au-delà et avoir des plans de gestion communs. Même si les parcelles de propriétaires privés ne sont pas regroupées, on pourra peut-être avoir des plans de gestion communs. Voilà. Donc, j'allais dire step by step. En attendant, c'est sur la table et c'est 600 000 € qui est mis. En espérant que ça porte quelques fruits. Paul. Au sujet des petites parcelles, je pense, moi, la première des choses, ça serait de mettre la pression un peu aux notaires. Parce que nous, dans les communes boisées, comme chez moi, j'ai 1000 hectares de bois, beaucoup de petits propriétaires qui téléphonent à la mairie pour vendre leurs parcelles. Mais souvent que les notaires, normalement, ils doivent avertir les voisins. Mais il y a beaucoup de notaires qui ne le font pas. Ça passe déjà par ça. Si les notaires, qui sont les premiers à faire les actes, souvent on sait comment ça se passe, le bois est vendu avant et ils avertissent pas les voisins, ça ne marchera pas. C'est déjà la première pression qu'il faudrait mettre. Mais en disant que, au moins que les notaires avertissent les voisins, c'est comme ça qu'on fera une structuration.
C'est ça. Alors, c'est vrai que tu disais les chemins forestiers. C'est vrai que toutes les communes, moi j'ai 65 km de chemins forestiers. Ce que j'attends, je pensais que le département allait mettre son programme en 2023, mais il va que le mettre en 2024. On attendra après la charte signée. Mais c'est ça. C'est la desserte dans les massifs forestiers pour emmener le bois, mais également un travail important parce que moi, cette semaine, j'ai encore eu 2 coups de fil des gens qui sont même plus dans ma commune, qui savent même pas où sont les bois. C'est bon, je connais un peu pas mal, je les ai télégués, mais ils savent, qu'est-ce qu'on en fait? Je dis, parlez-en à votre notaire, mais avertissez les voisins. C'est là, ça commence par là. Je regrette, mais voilà, c'est une information que je vais vous donner quand même. Ah mais, faut pas regretter. Faut pas regretter, hein. Tu es au cœur du sujet, manifestement, tu le vis, comme tous les sujets que tu as pu nous amener à la table du conseil communautaire. Mais moi, une fois de plus, je vous le redis, on ne peut que se réjouir que ce soit sur la table. Il n'y avait rien. Aujourd'hui, il y a quelque chose et il y a 600 000 € sur la table. Voilà. Et je pense qu'on peut que se réjouir de ça au moins. Maintenant, j'entends qu'il y a peut-être des cocotiers à secouer encore. Valérie Goutfard. Oui, donc simplement pour témoigner par rapport à la forêt communale que Chalmazel-Jansanière possède, on a pratiquement 400 hectares de forêt communale et on a une vraie volonté. Et pour le morcellement, on a fait le choix d'investir dans ces forêts. Et à chaque fois qu'on touche à une petite parcelle, on l'achète et justement, on améliore notre massif. Et au moins, on l'exploite en bon père de famille. On ne fait pas des coupes rases, on prélève au fur et à mesure les sapinières. Et il faut peut-être se poser la question au niveau des conseils municipaux, quoi, d'investir là-dedans. C'est pas forcément, pas forcément négatif. T'as acheté combien d'hectares de forêt, toi? T'as acheté combien d'hectares de forêt, toi? Attends. Il n'a pas tout dit, il a 35 hectares de bois sur ma commune, qu'ils ont récupéré à division, parce que la commune Jansanière et Saint-Just étaient partagées en 1828, et à l'époque, Jansanière avait récupéré 35 hectares de bois, maintenant c'est Valérie qui les a, voilà. En tout cas, ce qui est intéressant, tu n'as pas répondu à ma question, combien d'hectares t'as acheté, Paul, avec toute la cagnotte que tu as à Saint-Just-en-Bas? Monsieur Dumas. Oui, à ma connaissance, pour répondre à Paul, il existe un droit de préférence des riverains d'une parcelle boisée qui est en vente et les notaires sont tenus de faire appel dès l'instant où ils sont au courant de cette vente, sinon ils se mettent en faute professionnelle. Et nous, dans notre petite commune, on avait une dizaine de confettis, c'est-à-dire la plus grande surface faisait 6000 m². On a procédé à ce droit de préférence qui a été cédé, par définition, aux riverains des dites parcelles de façon à agrandir et supprimer ce morcellement qui est absolument délétère au niveau de la rentabilité de nos forêts. Merci pour ce témoignage. Pierre Verdier? Oui, j'ai écouté avec attention mon collègue Goutfard parce que 400 hectares de sapins, j'aimerais bien les avoir dans ma commune. C'est facile là d'acheter des bois. Pour investir, je pense que c'est son rôle. Mais chez nous, c'est des forêts qui valent rien. Pourtant, il y a beaucoup de bois qui se gaspillent. Il y a beaucoup de risques d'incendie, donc on a beaucoup de pistes à faire pour desservir ces forêts. Mais c'est vrai que l'intérêt, les gens nous diront, mais vous allez faire des chemins pourquoi? Pour les promeneurs, alors qu'il faudra leur dire que c'est simplement pour que les pompiers puissent arriver à temps pour arrêter un incendie. Mais c'est vrai que la comparaison entre les communes qui sont à 500 d'altitude et celles qui sont à 800 ou à 900, il n'y a pas de comparaison possible. Au niveau des bois, la valeur n'est pas du tout la même. Valérie Goutfard. Non, juste pour compléter que c'est vrai que les 35 hectares de Saint-Just nous arrangent bien le budget communal, donc merci Paul. Et simplement voilà, en 2015, on a soumis au régime forestier 150 hectares de biens sectionaux et aujourd'hui, on en tire le bénéfice. Voilà, c'est des parcelles qui n'étaient pas exploitées, donc ça, c'était la première des choses. Et aujourd'hui, on est en train de travailler sur les biens 100 mètres que dans toutes les communes, vous devez avoir aussi. Et voilà, si aujourd'hui, on peut récupérer ces biens 100 mètres, eh ben, on récupérera des parcelles un petit peu
est semé dans la commune et on deviendra voisin, donc on deviendra prioritaire pour le reste. Merci Valérie. David, si tu veux. Bien, et ben, finalement, je me réjouis que la filière bois suscite autant de questions. En tout cas, c'est un bon début. Certes, la charte, comme je le redis pour conclure, elle n'aura pas vocation à répondre à toutes les questions, mais en tout cas, on attaque, on va attaquer. Bien, on va pouvoir passer au vote. Qui serait contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et juste pour votre information, officiellement, la charte sera signée vendredi sous forme de conférence de presse, avec les 8 pilotes. Voilà. Bien, ben merci David, et puis merci à vous tous de ce débat, comme quoi le sujet était le dernier sujet du Conseil communautaire. Et est-ce qu'il y aurait des questions sur les décisions et conventions contrats du président? Il n'y en a pas. 2 informations. La prochaine conférence des maires aura lieu le 21 février et le prochain conseil communautaire le mardi 7 mars. Je ne vous cache pas que le 7 mars, le conseil communautaire ne durera pas qu'1 heure, comme ce soir. Ne prenez pas l'habitude que ça dure qu'1 heure, c'est ce que je veux dire. L'ordre du jour sera beaucoup plus chargé. En tout cas, qu'il dure 1 heure ou qu'il dure 2 heures et demie, on est tous conviés à manger un petit casse-croûte. Après, je vous remercie. La séance est levée. Non, 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 non. La séance n'est pas levée. Pardon. Dans vos enveloppes, vous avez tous vu qu'il y a un sujet sur le projet alimentaire territorial. Qu'est-ce qu'on mange demain? Avec des réunions qui sont ouvertes à tous. Les coménomades qui vont démarrer au château de Goutelat. Non, pas du tout, mais qui vont démarrer bientôt. Et au château de Goutelat, le collectif à la croisée des chemins qui organise Au bout de ma life. La séance est levée.